très heureux d'être là et de vous présenter cette conférence d'ouverture de la Semaine de l'Antiquité 2024, qui a été un long travail de la Sopérie. Et ouais, on a beaucoup travaillé pour ça et on a hâte de vous présenter ce qu'on a fait. Alors, donc, je ne sais pas si on a besoin de se présenter, vous me connaissez tous, mais on va le faire quand même. Alors, du coup, moi, c'est Nicolas Goujon et à côté de moi, c'est Timothée Chaper. On est en Master 2 Sciences de l'Antiquité et nos sujets de mémoire. Alors, moi, je travaille sur Héraclès, donc dans la céramique du sud de l'Italie. Et moi, je travaille sur la représentation des insectes sur les gemmes gravées romaines. Et ce qu'on a fait pour cette conférence, c'est qu'on a gardé nos supports de prédilection et on les a étudiés par le prisme des athlètes et du sport, de cette thématique-là. Et sans plus attendre, je vais vous montrer, enfin Timothée va vous parler et je vous parlerai dans la deuxième moitié de la conférence. Très bien. Bonjour à tous et merci de venir et merci à Nicolas d'avoir organisé cette semaine de l'Antiquité et du coup, cette conférence. Alors moi je vais vous présenter les athlètes dans la céramique grecque. Donc tout d'abord je vais vous introduire, pour ceux qui s'y connaissent peu, l'art grec sur céramique et ensuite je vous présenterai plusieurs vases, donc pour la plupart athéniens, où sont représentés des athlètes et ensuite pour les analyser pour découvrir la place de l'athlète dans l'iconographie. Donc l'art sur céramique est selon moi très important à étudier car c'est une forme d'art qui nous provient directement des Grecs, l'une des dernières car en effet l'architecture est souvent bien mal conservée et les statues antiques que l'on peut observer, que l'on connaît bien donc en marbre, sont en réalité des copies romaines, des originaux en bronze grec. Donc les Grecs faisaient leurs statues en bronze et elles ont été fondues pour récupérer les matières premières qui les composaient. Il nous est également parvenu une très grande quantité de céramique, dont la plupart sont peintes. En effet, les Grecs utilisaient beaucoup la céramique, toutes les cités en produisaient, et ils la répandaient tout autour de la Méditerranée. La peinture qu'on peut observer sur ces céramiques sont d'une grande richesse iconographique et nous permettent de mieux connaître ces cultures. Il est aussi également important de prendre le contexte de ces vases. On observe de réelles préférences de thèmes et de peinture en fonction de la forme du vase, car la forme du vase implique une utilité différente. Donc, dès le 8e siècle, la Méditerranée devient un remarquable lieu d'échange. La culture grecque rayonne autour du bassin méditerranéen dans cette période que l'on nomme homérique. Les Grecs utilisent durant cet âge, donc sur leur céramique, un style de peinture qu'on nomme art géométrique, où ils font apparaître des personnages en silhouette et, comme son nom l'indique, des formes géométriques. Aussi, ce style va être peu à peu enrichi d'images provenant de l'est de la Grèce. Donc on va découvrir des décors floraux, des animaux, et des créatures mythologiques. Donc on appelle cette évolution dans l'art l'orientalisme. Les vases grecs vont être échangés tout autour du bassin méditerranéen, soit en tant que contenant de marchandises, soit comme tel, c'est-à-dire un objet luxueux. Donc c'est d'abord la cité de Corinthe qui va régner sur ce commerce, avec des vases finement ouvragés. Donc on reconnaît les vases corinthiens par leur taille, donc ils sont souvent petits ou de taille moyenne. Ils sont décorés à l'aide de ce qu'on appelle la figure noire. Donc pour expliquer très simplement, la figure noire, c'est simplement peindre avec un vernis noir les formes que l'on veut sur une céramique. Donc vous pouvez observer sur cette olpée corinthienne qui arbore donc plusieurs frises d'animaux. On peut dire que cette olpée est orientalisante du coup parce qu'on voit des lions, des panthères et certains oiseaux et également un sphinx qui montre bien l'inspiration dans l'art des croyances et des créatures qui viennent de l'est de la Grèce.
Mais peu à peu, donc, c'est Athènes qui prendra les devants. Les Athéniens vont reprendre et améliorer la technique corinthienne de la figure noire, mais ils vont se distinguer par la taille de leur vase. C'est-à-dire que les petits contenants luxueux corinthiens vont laisser place aux grands cratères athéniens qui contiennent le vin du banquet. Dès le VIe siècle, donc, les vases athéniens vont se répandre autour de la Méditerranée, développant une technique de peinture toujours de plus en plus poussée. Les sujets également vont changer, donc ils passent du géométrique avec des formes en silhouette des animaux et des décors végétales à des scènes beaucoup plus aérées avec des sujets mythologiques et figuratifs. De grands noms également comme Amasis ou Exéchias vont signer des vases très reconnus où l'homme est au centre des préoccupations. Vers moins 530 aussi, on voit de nouveaux vases faire leur apparition, donc on appelle ça les vases bilingues, c'est-à-dire qu'une face du vase est décorée avec de la figure noire, que je vous ai déjà expliqué, et l'autre face va être décorée avec de la figure rouge. Alors la figure rouge, c'est on peint entièrement le vase avec le vernis noir, et en fait on va inciser pour faire réapparaître la figure rouge et ainsi créer les formes que l'on veut. Donc c'est une technique qui permet d'être beaucoup plus précis et de faire de meilleurs détails. Donc cette technique va être totalement adoptée en moins 515 et va peu à peu supplanter la figure noire, en tout cas à Athènes. D'un point de vue archéologique, la présence de ces vases est très importante. En effet, chaque année, les archéologues découvrent des milliers de tessons tout autour de la Méditerranée. Et lorsqu'on analyse leur forme et leur style, on peut savoir de quand ils datent et donc quand est-ce que les Hellènes ont pris contact avec ces peuples. Les commerçants grecs, lors de leur voyage, sont vecteurs de leur propre civilisation qu'ils répandent. Leur marchandise favorite étant l'huile et le vin, ils la transportent dans des céramiques, donc ces céramiques qui sont peintes. En plus donc d'apporter leurs marchandises, ils apportent leurs images et leur propre représentation du monde et de leur foi. L'enseignement aussi et la pratique donc, du banquet va être enseigné à ces cultures. Donc les banquets, c'est des espaces et des moments où les citoyens vont consommer le vin ensemble. Le vin, c'est une boisson que l'on ne consomme pas telle quelle comme de nos jours. Elle nécessite manipulation. Donc c'est-à-dire qu'on va mélanger l'eau et le vin dans un grand vase qu'on appelle le cratère. Donc vous pouvez en voir un ici. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense en réalité. Et ça va être de réelles œuvres d'art qui vont trôner au milieu du banquet. Et tous les citoyens et les convives vont se diriger vers le cratère pour remplir leur vase à boire, donc qui peuvent avoir plusieurs formes, c'est-à-dire le calice, le skyphos, le kiatos ou le kantar. Le cratère va être richement décoré, souvent avec des scènes mythologiques. Ensuite, on a les petits vases, donc, qui étaient la spécialité des Corinthiens, donc qui contiennent les huiles parfumées. Il y a les alabastres et les aribales, comme différentes formes de vases. Et ils sont donc destinés souvent aux femmes et aux aristocrates, car ce sont les personnes qui portent le plus d'huile parfumée, mais également donc aux athlètes du gymnase. Ceux-ci recouvrent leur corps d'huile avant les exercices, et ces vases peuvent avoir des formes et des ornementations soit très minimalistes, soit extrêmement complexes. En Grèce, la pratique du gymnase est obligatoire pour le jeune garçon. C'est donc un thème qui est commun à tous les citoyens. C'est-à-dire que lorsque les citoyens vont voir cette image, ça va leur rappeler leur jeunesse. Cela leur permet de développer leur corps et de se préparer à la pratique de la chasse et de la guerre. Une telle activité existait pour les femmes donc à Sparte. On n'a pas d'autres traces de telle activité dans les autres cités. Ces activités sportives sont également l'objet de grands rassemblements où vont se disputer des épreuves de tous les sports pratiqués par les Grecs anciens. Donc le gymnase, ça sert également aux jeunes hommes pour façonner leur beauté et leur vaillance, beauté qui est inséparable à l'idéal du bon citoyen pour les Grecs. De nombreuses inscriptions accompagnent les représentations d'hommes nus, donc par exemple kalos qui signifie beau, ou opeiskalos qui signifie le jeune homme est beau. Ainsi, les jeunes peuvent commencer à tisser des liens entre eux
lorsqu'ils viennent tous les jours s'entraîner avec ceux qui deviendront leurs partenaires à l'agora et à la guerre. Également, le gymnase serait un lieu de séduction et d'érotisme, car l'homosexualité en Grèce antique fait partie intégrante de la culture et des mœurs. Celle-ci peut s'exercer entre les jeunes hommes, mais surtout entre jeunes hommes et hommes d'âge mûr, car l'homme d'âge mûr fera également l'éducation du jeune homme. Les sports pratiqués dans le gymnase sont le saut, le lancer de disque de javelot, la course à pied et la lutte. Donc, ce sont différents sports qui vont devenir les épreuves des concours athlétiques. L'athlète est souvent représenté dans l'art avec un paquetage qui contient les accessoires dont il a besoin pour son entraînement. Et les représentations dans l'art sont d'abord chronologiquement l'équitation et les courses de chars, et peu à peu ce sera juste la représentation du corps qui sera recherchée par les artistes. En dehors des concours, les athlètes s'exercent en des lieux spécialement réservés, donc au palestre et au gymnase. Ils s'y exercent nus. La nudité est un trait spécifique du monde grec archaïque et classique, en particulier à Athènes. D'ailleurs, Thucydide, au début de son histoire, lorsqu'il évoque le passé grec, parle des Athéniens en ces mots. Ils furent aussi les premiers qui se montrèrent nus et qui paraissent en public sans vêtements, se frottant d'huile dans les compétitions. Autrefois, pour disputer les épreuves olympiques, les athlètes portaient une ceinture qui leur cachait le sexe. Il y a peu d'années que cela a cessé. Donc, dans cette citation, on comprend bien que la nudité dans le domaine du sport est une marque typiquement grecque, dont les conséquences visuelles dans l'art sont considérables. On retrouve la nudité chez les athlètes donc, dans l'art sur céramique et dans la sculpture. Aussi, donc, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, le terme gymnos signifie non vêtu, donc ça donnera gymnase. On comprend bien donc que la notion de nudité est indissociable à celle du sport. Au VIe siècle, l'inversement des couleurs vers la figure rouge permet une plus grande subtilité dans la représentation de l'anatomie. Ainsi, les scènes nues sont peut-être devenues plus populaires grâce à cette nouvelle technique. Le travail autour du corps et la représentation de la musculature et des postures, ainsi que les mouvements, ont retenu l'attention des peintres qui vont peu à peu multiplier ces thèmes. Plus qu'aux scènes de compétition, c'est vraiment l'aspect de l'homme nu qui va intéresser les peintres. On retrouve des scènes d'athlètes à l'entraînement et des activités gymniques sous le regard des entraîneurs et des arbitres. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet exemple d'amphore attique à figure rouge du peintre Phytias, on voit trois athlètes avec la présence d'un homme barbu. Donc cet homme barbu, c'est certainement leur entraîneur. On le reconnaît avec l'imation, le bâton à la main, il se tient également immobile. Deux athlètes donc, au centre de l'image sont imberbes, larges d'épaules, les cuisses puissantes. L'un porte un disque et l'autre prépare son javelot. On peut le voir de face avec sa musculature abdominale très détaillée. Et à droite, on peut observer un second lanceur de javelot barbu. Donc ici, Phintias est réellement attentif à la représentation du corps. On peut noter une recherche de réalisme dans le mouvement et dans la tension musculaire. Surtout l'athlète du milieu, qui prépare son javelot et a une position dynamique, avec son torse puissant vu de face et sa jambe gauche arquée vers la gauche pour préparer son tir. Le travail sur le corps est tellement intéressant pour le peintre qu'il finit par se suffire à lui-même. Donc ici, sur cette amphore de Cléophrades, à figure rouge, on peut observer un athlète isolé. Il n'y a aucune autre représentation de décor, seul l'athlète est mis en valeur rouge, donc sur un fond noir. Il réalise un mouvement que l'on peut considérer comme très contemporain dans le milieu de la boxe de nos jours, puisque la tête inclinée, il ajuste à son poignet une longue lanière de cuir pour se protéger lors d'un affrontement de pugilat. Donc le pugilat, c'est l'équivalent de la boxe chez les Grecs. Ici, ce n'est pas l'épreuve à proprement dite qui est représentée,
c'est la préparation technique du corps. L'athlète est également en isolement total, en méditation avant l'épreuve. C'est ici un peu le calme avant la tempête. Puis sur l'autre face, je n'ai pas trouvé l'image, mais je peux vous montrer un croquis. On peut observer donc un athlète qui se nettoie avec un strigile. C'est donc la phase post-épreuve qui est mise en avant. Sur cette coupe de Onésimos, on peut observer plusieurs points de vue des athlètes prenant leur bain. Donc à gauche, vous avez un croquis de l'extérieur de la coupe. On peut y voir deux jeunes hommes autour d'un puits. Donc le premier à droite tire de l'eau pour remplir un bassin et celui à gauche se nettoie avec un strigile. Ils apparaissent tous les deux de dos. Et donc sur la droite, vous pouvez observer l'intérieur de la coupe, donc dans ce qu'on appelle le médaillon. Et on peut voir un drôle de personnage, vu totalement de face, ce qui est très rare chez les Grecs. C'est-à-dire que le visage et le torse sont de face. Donc c'est un réel jeu de regard entre le spectateur et l'athlète qui s'opère, mais également, il ne faut pas l'oublier, entre l'athlète et le citoyen, puisque le citoyen va utiliser cette coupe pour boire le vin du banquet, et peu à peu, plus il va boire le vin de la coupe, plus ce personnage va apparaître. Donc le jeune homme ici presse une éponge et penche la tête, et on peut lire une inscription entre les sandales et le personnage, Kalos, qui signifie beau. Cette inscription est donc courante dans les vases ayant pour sujet les athlètes. Plusieurs objets gravitent autour de lui, il y a d'abord les sandales et le bâton du citoyen, mais il y a également un strigile en forme de cygne et un aribal qui contient donc les huiles parfumées. Ces objets qui accompagnent la représentation du corps sont appelés les attributs. Donc les attributs, c'est à ça que l'on peut reconnaître un personnage en histoire de l'art, dans l'iconographie. Par exemple, là, s'il avait été simplement représenté nu, on aurait pu l'identifier comme quelqu'un d'autre, alors qu'avec ces attributs, on sait que c'est réellement un athlète. Le spectacle des corps ainsi multipliés sur les vases de banquet a une dimension essentielle dans la culture archaïque et classique. C'est aussi bien dans le domaine de la peinture des vases que dans celui de la statuaire. Donc sur cet amphore, on peut observer trois athlètes nus et leur entraîneur que l'on commence à bien reconnaître justement grâce à ses attributs, c'est-à-dire l'imation, sa tenue, le bâton, mais aussi on peut observer une couronne. Et les athlètes qui l'entraînent, donc on peut en observer l'un qui porte un disque et les deux autres qui courent avec des javelots. Ils sont également tous les trois couronnés. Ce qui rappelle la compétition à venir, mais également la notion de piété autour de l'athlétisme. La dimension religieuse et publique des compétitions athlétiques est essentielle dans la culture grecque. Toutes les grandes réunions sont associées à un sanctuaire et en l'honneur des dieux. Donc par exemple à Olympie, on honore Zeus et les vainqueurs sont couronnés d'olivier. À Némée, c'est également Zeus et on reçoit une couronne de céleri. À Delphes, c'est Apollon et on reçoit une couronne de laurier. Et à Isthme, c'est Poséidon et on y remporte une couronne de pin. Donc ces quatre lieux majeurs représentent le cycle quadriennal des jeux les plus prestigieux. Donc la tradition d'offrir une couronne provient directement d'Héraclès. En effet, Diodore de Sicile parle de lui en ces termes. Donc il décida que le prix de ce concours serait une couronne parce que lui-même avait agi pour le bien du genre humain sans recevoir aucun salaire. Donc le vainqueur peut se contenter d'une couronne en l'honneur d'Héraclès, car selon lui, c'est la couronne le prix qui a le plus de valeur. D'ailleurs, de nombreux vases sont représentés avec des athlètes d'un côté et Héraclès de l'autre. Il est également représenté couronné. La représentation d'une couronne sur les céramiques permet de rappeler la notion de compétition et que les fêtes ne sont pas loin, y compris, comme ici, lors de la représentation d'un entraînement. Sur cette coupe du peintre du baiser, on retrouve à gauche donc, un adulte couronné et à droite un jeune athlète vainqueur. Donc cet athlète est monté sur un podium que l'on appelle bema.
qui le surélève comme une statue. Il est lui aussi couronné et il tient dans sa main droite un javelot. Dans la main gauche, il tient un pactage composé, on peut observer un peu à travers, donc une éponge et un naribal. On retrouve le même type de pactage suspendu au niveau de la tête de l'homme. Et aussi, on peut observer posée sur le méma une pioche qui sert donc à attendrir le sol lors des entraînements. L'athlète ici est représenté à la fois de face et de profil, c'est-à-dire que sa tête est de profil et son torse est de face. Donc ici, l'artiste perd volontairement en exactitude pour représenter chaque partie du corps dans son angle le plus profitable. On peut se poser donc la question si c'est un athlète ou une statue. On sait selon Pausanias qu'un athlète peut consacrer autant de statues qu'il a remporté de victoires. Et aussi que c'est seulement à partir de la 3e statue que la statue peut lui ressembler. On offre la statue à un dieu après sa victoire, c'est donc un objet votif. Ainsi, gloire et piété vont de pair. Le peintre, ici, souhaite volontairement donner le doute sur la nature de ce personnage, si c'est un athlète ou une statue. La céramique tient à Athènes un rôle officiel lors des Jeux panathénaïques, puisque les vainqueurs reçoivent de l'huile dans les amphores, dont les dessins évoquent à la fois Athéna et l'épreuve qu'ils ont remportée. Donc à Athènes, tous les 4 ans se déroulent les Panathénées, en l'honneur de la déesse qui a donné son nom à la cité, ou peut-être l'inverse, et on y dispute des épreuves de sport et de musique. L'épreuve maîtresse y est la course de chars, et les vainqueurs sont immortalisés par des artistes, donc des poètes, des sculpteurs et des peintres. Donc sur cette amphore très intéressante que l'on a retrouvée dans la nécropole de Camiros à Rhodes, on peut observer donc sur la face A Athéna qui est en armes brandissant sa lance. Sur son bouclier est représenté un bouclier, est représenté un trépied, pardon, et de part et d'autre s'avancent 2 hommes, 2 petits qui transportent des offrandes végétales. La scène est encadrée par 2 colonnes qui sont surmontées par des chaudrons. Donc on peut analyser qu'en fait le trépied et les chaudrons sont en fait des représentations de ce que va gagner l'athlète vainqueur. Et les colonnes expriment également la présence du téménos, c'est-à-dire du sol sacré où se déroule la scène. Donc il n'est pas rare dans les vases qu'une colonne ou une table soit représentée pour représenter une scène en intérieur. On peut évoquer aussi la gradation hiérarchique par la grandeur de Athéna, donc une dignité parmi les hommes. Sur le revers, on peut observer une scène surprenante. Donc sur la gauche se tient un public dans des gradins, ce qui est très peu représenté. Ils encouragent l'athlète de la voix et du geste. Et on peut lire aussi comme inscription le vase pour le sauteur. Donc ce que je vous ai présenté auparavant, c'était la face A, et ici c'est la face B, donc c'est bien un seul et même vase qui ira donc au vainqueur de celui qui gagne cette épreuve qui est représentée, donc l'épreuve du saut à cheval. On voit aussi un joueur d'Olos, donc pour rappeler que les épreuves sont accompagnées musicalement. Et les athlètes donc, sont donc un cavalier qui monte à ce qu'on pourrait penser d'abord être un cheval, mais si on compte bien les pattes, en réalité il y en a 2, et un acrobate guerrier donc, qui est monté sur la croupe du cheval et qui a 2 boucliers en spirale pour souligner le côté renversant de l'épreuve. Également, il apparaît plus petit, mais ce n'est pas, je pense, un souhait de l'artiste, c'est plutôt à cause de l'espace pictural restreint. 2 personnages à droite également gardent les affaires des acrobates, et il y en a un qui ameublit le sol avec une pioche. Ce vase donc représente à la fois la piété et l'épreuve remportée. Elle fait partie d'un ensemble de produits qui sont sous le contrôle des magistrats organisateurs des Jeux panathénaïques qui ont des règles bien établies. Donc tous les vases étaient conçus sous le même principe. Ici aussi, je vous présentez donc cet amphore à figure noire où on peut voir un musicien donc avec un kiton qui joue de la cithare.
Ici, donc vous pouvez observer des points communs, c'est-à-dire les colonnes, par exemple. Ici, en fait, c'est le même principe que le vase précédent, mais c'est pour les épreuves de musique des Jeux panathénaïques, qui se déroulent en même temps que les épreuves physiques. Donc la musique accompagne également les épreuves physiques, et chaque instrument a son dieu créateur. Donc Apollon est le gardien des joueurs de muse, de la citharène, et Athéna est l'inventrice de l'holos. La musique résonne aussi bien dans les banquets que dans les jeux. Donc en conclusion, les représentations d'athlètes apparaissent essentiellement sur de la vaisselle en rapport avec le vin. Ce sont donc les citoyens grecs qui se sentent personnellement concernés par ces images qui les stimulent. Aussi, les amphores décorées de la sorte étaient échangées avec d'autres populations, car contenant les marchandises. Ainsi, l'image de l'athlète puissant grec se répand dans la Méditerranée. La place du sport est considérable dans la Grèce antique et il est naturel de retrouver ces représentations dans l'art. Les jeux organisés pour que les athlètes s'affrontent étaient également des moments d'échange entre les cités qui mettaient leur rancœur de côté le temps des jeux. Les citoyens des cités deviennent alors l'espace d'un instant tous grecs, réunis par leurs traditions, croyances et cultures. Voilà, merci de votre attention.